En 1928, il venait de Pologne. Nous avons immigré en France parce qu'à l'époque, il y avait une grande crise économique et c'est surtout chassé par l'antisémitisme qui sévissait en Pologne. Je peux vous dire qu'actuellement, il n'y a pratiquement plus de juifs en Pologne, mais ils sont toujours restés antisémites, ça n'a rien changé. Finalement, nous nous sommes installés en France parce que nous avions déjà toute une partie de notre famille qui avait déjà immigré. Et ils écrivaient à mes parents que la France était un pays extraordinaire, qu'on y vivait très bien, qu'on avait la liberté d'expression. Enfin, c'était vraiment le paradis par rapport à ce que mes parents avaient connu en Pologne. Donc nous nous sommes installés dans un quartier très populaire où nous avons vécu normalement. Nous étions une famille nombreuse, très soudée. La vie était difficile parce qu'il y avait énormément de chômage aussi à l'époque, mais on s'est très vite adapté. Mes frères qui étaient plus âgés ont quand même fini par trouver du travail et on a vécu à peu près normalement comme toutes les familles émigrées qui s'installent dans un pays qui n'est pas le leur, qu'il faut apprendre la langue, qu'il faut s'intégrer. Mais enfin, ça s'est passé sans problème. Mes parents ont demandé leur naturalisation en 1934 et mes frères également, qui étaient déjà plus âgés. Donc pour mes parents, ça a été refusé, mais mes frères ont été acceptés parce qu'à l'époque, il y avait besoin des hommes pour faire le service militaire, donc on acceptait les personnes qui étaient majeures. Donc nous sommes arrivés comme ça à vivre normalement jusqu'en 1939, date à laquelle il y a eu donc la déclaration de la guerre. J'ai un de mes frères qui est parti au service militaire en 1937, puisque c'était l'âge à laquelle il devait partir. Et puis, disons que la première année de la guerre entre 1939 et 1940, vous savez, moi, en 1940, j'avais 12 ans, vous savez. Pour nous, on ne se représentait pas ce que ça pouvait être une guerre, puisqu'il ne s'est pratiquement, enfin dans Paris où on habitait, il ne s'est pratiquement rien passé, en dehors du fait qu'on nous a distribué des masques à gaz, on nous a fait faire dans les écoles des essais, enfin, et ensuite on nous a évacués pendant quelques temps à la campagne, et puis au bout d'un mois, on nous a fait revenir en disant, bon, écoutez, il ne se passe pas grand-chose, vous pouvez rentrer. Donc, pendant cette première année de la guerre, ce qu'on a appelé la drôle de guerre, puisqu'entre 1939 et 1940, il s'est certainement passé des choses aux frontières, mais nous, les enfants, on n'était vraiment pas concernés. Et puis, quand on est arrivé en 1940, là, malheureusement, la France a capitulé du fait qu'il y a eu la débâcle, que les Allemands sont entrés en France. Ils sont donc entrés en juin 1940. Et là, la France a été coupée en deux. Ils ont fait une ligne de démarcation. Ça fait que le nord de la France, jusqu'à la Loire, était occupé par les Allemands et toute la façade atlantique. Et l'autre partie était administrée par le maréchal Pétain qui avait pris le pouvoir à l'époque de cette partie de la France qui n'était pas occupée par les Allemands. Il y avait donc cette ligne de démarcation à franchir qui était très surveillée. Et ça s'est passé en juin 1940. Et puis, arrivé en octobre 1940, vous voyez, donc très peu de temps après l'entrée des Allemands en France, le maréchal Pétain a promu des lois, ce qu'on appelait le statut des Juifs. Alors, vous voyez, la France était complètement démolie, tout allait à volo, les gens avaient été complètement effondrés de cette capitulation aussi rapide de l'armée française. Et puis finalement, il a quand même trouvé en l'espace entre juin 40 et octobre 40 de faire ce qui était le plus important pour lui à ses yeux, de faire ce fameux statut des Juifs. Alors ce statut comportait qu'il fallait aller se faire recenser dans les commissariats de police pour dire où on habitait, le nombre de personnes qui occupaient l'appartement, les biens que nous possédions, c'est-à-dire que si nous avions un poste de radio ou une bicyclette, enfin des biens, il fallait les remettre dans les commissariats de police. Il y avait un couvre-feu, nous n'avions pas le droit de sortir après 20 heures. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller jouer dans les espaces publics. Et aux portes des jardins, il y avait des écriteaux, il y avait marqué « Interdit aux juifs et aux chiens ».
Toutes les professions libérales ont été supprimées, c'est-à-dire les enseignants, les avocats, les magistrats, enfin tous ces corps de métier ont été supprimés. Les magasins juifs ont été réquisitionnés. Nous n'avions le droit dans les transports en commun que de prendre le dernier wagon du métro. On n'avait pas le droit de monter dans les autres compartiments. Et puis, pour aller faire les courses dans les magasins, nous n'y avons accès qu'à partir de 16h l'après-midi. Alors, comme il commençait déjà à manquer de ravitaillement, quand on arrivait à 16h, il n'y avait plus rien. Alors, la vie a commencé à être très très difficile parce que nous n'avions plus de moyens d'existence. Et tout pratiquement était interdit. Et quand mes parents ont été se faire recenser au commissariat de police, sur leur papier d'identité, on leur avait mis un tampon rouge sur leur papier d'identité où il y avait marqué juif dessus. Donc déjà, dès l'instant où il y avait des contrôles de police, on était déjà très catalogués. Entre-temps est arrivé donc une autre loi où il y a eu le port de l'étoile jaune obligatoire, c'est-à-dire qu'il a fallu toujours aller dans les commissariats de police et acheter, c'est-à-dire contre remise de points de textile, puisqu'il y avait des points de ravitaillement, c'est-à-dire il y avait des points de ravitaillement pour la viande, pour le lait, et entre autres des points de textile pour les vêtements. Donc il a fallu fournir les points de textile et avoir ces étoiles qu'on était obligé de coudre sur nos vêtements. Et ça, des enfants à partir de 6 ans. Alors, vous savez, quand il y a eu la rentrée des classes, ça a été assez pénible pour les enfants qui ont été quand même mis à part, mais enfin, il y a eu quand même beaucoup d'enseignants qui ont quand même dit aux élèves, si j'entends une réflexion ou j'entends un mot, toute la classe sera punie. Donc, on a quand même été, à la rentrée des classes, assez protégés par les enseignants qui ont quand même mis le haut là. Vous savez, les enfants ne sont pas toujours très charitables entre eux. Et puis on est arrivé comme ça jusqu'en juillet 42, là où il y a eu cette fameuse rafle qu'on a appelée la rafle du Veldiv. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez vu le film La Rafle. Donc vous avez un petit peu d'idée de ce qui a pu se passer. Donc, vers 5-6 heures du matin, on a vu débarquer la police en grand nombre, qui montait dans les étages, qui frappait aux portes, qui disait aux gens de préparer un petit baluchon, qu'il fallait partir. Enfin, ça a été quelque chose de catastrophique. Vous aviez les femmes qui étaient avec leur bébé dans les bras, qui hurlaient. J'ai vu descendre des vieillards sur des civières. Les autobus attendaient au coin de la rue et on ne comprenait pas absolument à quoi correspondait cette rafle. Il y avait quand même eu des bruits qui avaient couru, parce qu'il y avait quand même certains membres de la police qui étaient venus prévenir les gardiennes des immeubles en disant il va y avoir une rafle, prévenez les gens pour qu'ils puissent se cacher. Et puis finalement, comme les premières rafles qu'il y avait eu, ça a été des rafles où on ne raflait que des hommes. Donc tous les hommes, c'était pratiquement, n'avaient pas dormi chez eux, c'était pratiquement camouflé. Ça fait que quand la police est arrivée, ils ont pratiquement arrêté que des femmes, des enfants et des vieillards. Entre-temps, j'avais oublié de vous dire, en 1941, nous avons reçu une convocation à la maison pour 2 de mes frères qui devaient se présenter dans un gymnase dans le 11e arrondissement pour affaires de famille. Donc j'ai 2 de mes frères qui se sont présentés. Et là, ils ont été arrêtés immédiatement et ils avaient ouvert des camps d'internement dans le Loiret, c'est-à-dire les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Et là, ils n'avaient arrêté que des hommes, mais des étrangers, c'est-à-dire il n'y avait pas encore d'arrestation de juifs français. Donc j'ai 2 de mes frères qui ont été arrêtés, un qui a été envoyé à Pithiviers et l'autre qui a été dirigé sur le camp de Drancy. Et le camp de Drancy était dans la région parisienne. C'était une barre d'HLM qui n'avait pas été terminée, qui n'était pas préparée à recevoir qui que ce soit. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait absolument rien de prévu. Et ils ont été parqués là pendant des mois sans ravitaillement, sans rien. Et au bout de 3 mois, il y a eu quand même un contingent de personnes qui étaient très malades qui ont été libérées. Donc mon frère qui était à Drancy a été libéré à ce moment-là. Et donc il est revenu à la maison. Mon autre frère est donc resté à Pithiviers.
Et en juin 1942, il y a eu les premiers transports qui ont quitté Paris en direction de la Pologne, on ne savait pas trop où, en disant qu'ils allaient aller travailler dans un camp de travail. Donc mon frère a été déporté en juin 1942 en direction d'Auschwitz. Et là, malheureusement, j'y suis après, quand moi je suis arrivé dans ce camp, qu'il était mort 2 mois après. Il n'avait pas tenu le coup. Et mon autre frère, donc, une fois qu'il a été un peu retapé à la suite de son séjour à Drancy, quand on sortait dans la rue, vous savez, à l'époque, pour ne pas se faire remarquer, on ne mettait pas toujours l'étoile. On disait, vous savez, nous les enfants, moi, en 1942, j'avais 14 ans, quand on sortait dans la rue, on n'avait rien de caractéristique, si vous voulez, en dehors du fait qu'on risquait d'avoir un contrôle de police, mais enfin... et on sortait sans l'étoile pour ne pas se faire remarquer. Et mon frère, donc, a été arrêté dans une rue de Paris, avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Et là, les 2 policiers qui l'ont arrêté l'ont emmené au commissariat de police. Et quand ils ont vu que sur ses papiers d'identité, il était juif et qu'il ne portait pas l'étoile, ils l'ont tabassé et ils lui ont fait une perforation de l'estomac. Donc, quand ils ont vu dans l'état dans lequel ils l'avaient mis, au lieu de l'emmener à Drancy, ils l'ont emmené à l'hôpital Tenon, c'est un hôpital qui se trouvait à proximité dans le 20e arrondissement. Là, il a été opéré et il a été gardé, donc sa chambre était gardée par un policier français, parce que pour vous dire que toutes ces rafles à l'époque ont été faites par la police française. Et au bout de quelques temps, il venait régulièrement en demandant au médecin s'il était transportable pour le ramener à Drancy. Alors ils ont essayé de le maintenir le plus longtemps possible à l'hôpital, en trouvant des prétextes qu'il n'était pas en état de sortir de l'hôpital. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus le garder, il y avait un réseau à l'époque, c'était les premiers réseaux de résistance ont commencé à se former en 1942. Il y en avait donc un dans cet hôpital où ils lui ont fait des faux papiers d'identité. Les infirmières lui ont fourni des vêtements et ont réussi à le faire sortir clandestinement de cet hôpital. Et là, il est passé donc ce qu'on appelait la zone libre, la partie occupée par les Français. Et il est rentré dans un maquis en Dordogne. Donc il a fait une partie de la guerre dans le maquis, dans un maquis en Dordogne, où malheureusement, vu son état de santé, il n'a pas survécu très longtemps. Et puis à la suite de cette rafle, donc, on était aux fenêtres le matin en regardant ce qui se passait. On ne comprenait pas très bien où on emmenait les gens. Il y avait les autobus qui attendaient au coin de la rue et on faisait monter les gens précipitamment. Finalement, quand la rafle a été terminée, ils ne sont pas venus chez nous. Et ma mère, très inquiète, avait demandé à ma sœur, à moi, puisque à l'époque, il ne restait plus à la maison que mes parents, un petit frère qui avait 11 ans, ma sœur qui avait 2 ans de plus que moi et moi. Et ma mère, très inquiète, avait demandé à ma sœur et à moi d'aller voir dans le quartier ce qui était advenu des membres de la famille, ou au moins d'avoir des renseignements sur ce qui s'était passé pendant la nuit. Je suis parti donc de mon côté. J'ai fait le tour du quartier, je n'ai retrouvé personne de ma famille, où ils avaient été arrêtés, où ils avaient été camouflés. Et quand je suis revenu 1 heure après, bien entre-temps, ils s'étaient rendus compte au commissariat de police qu'ils avaient oublié de passer chez nous. Et ils sont revenus, ils ont arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Et quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur l'appartement, donc on n'y avait plus accès. Alors, vous voyez, j'étais parti, moi, c'était au mois de juillet, il faisait très chaud, avec une petite robe d'été, c'est tout ce que j'avais sur moi. Je me suis donc caché dans une porte cochère, en pensant que ma sœur allait revenir. Alors j'ai attendu quelques temps, un petit moment, j'ai refait le tour du quartier en pensant retrouver ma sœur, que je n'ai pas retrouvée. Et là, en désespoir de cause, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Vous savez, quand on a 14 ans, moi, je n'avais jamais quitté mon quartier ni ma rue, vous savez, pour prendre des initiatives. Et j'avais mon frère, celui qui était parti à l'armée, qui habitait dans un autre quartier de Paris, à la République. Alors je me suis dit, bon, peut-être que ma belle-sœur va pouvoir m'héberger. Il était marié, il avait un petit garçon de 4 ans. Je suis donc parti à la place de la République.
Et là, la gardienne, quand elle m'a vu arriver, elle m'a intercepté en me disant, c'est pas la peine de monter dans l'appartement, votre belle-sœur n'a pas été arrêtée, quelqu'un est venu la chercher, vous faites pas de soucis, elle n'a pas été arrêtée. Alors, j'ai commencé à pleurer. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, mes parents étaient arrêtés avec mon petit frère, et puis il y a les scellés sur l'appartement, je ne sais pas où aller. Donc, elle m'a gardé chez elle, dans sa loge. Et là, évidemment, les personnes qui camouflaient des juifs risquaient de se faire arrêter également. Puis, vous savez, les loges, c'est pas grand. Les gens rentrent et sortent. Prenez des risques parce qu'il y avait énormément de dénonciations. Vous savez, vous aviez une partie de la France qui essayait de sauver les gens et l'autre partie qui les dénonçait. Je suis resté donc quelque temps chez cette gardienne. Et ensuite, elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais l'intention de faire. Et quand au moment de la débâcle, mon frère qui était dans l'armée, son régiment avait été dirigé sur Pau, qui se trouvait dans la zone sud, enfin dans la zone qui n'était pas occupée. Alors je lui dis maintenant, j'ai plus personne, je ne sais pas chez qui aller. Mon seul désir, c'était de rejoindre mon frère qui se trouvait donc dans cette zone sud. Mais pour passer cette zone, il fallait franchir cette ligne de démarcation qui était très surveillée du fait que les gens qui avaient échappé au rafle essayaient de passer de l'autre côté. Elle m'a donc trouvé un passeur. Maintenant, vous savez ce que c'est que les passeurs, ils se font largement payer. Dans ces circonstances, toutes les occasions sont bonnes. Il m'a donc emmené jusqu'à Bordeaux. Et là, je me suis rendu compte qu'il convoyait quand même une vingtaine de personnes, des familles entières qui avaient échappé au rafle. Il nous a déposés dans un hôtel à Bordeaux en disant qu'il allait nous rechercher le lendemain pour nous faire franchir cette ligne de démarcation à Mont-de-Marsan dans les Landes. Le lendemain, eh bien, on s'est préparé. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Il avait encaissé l'argent de tous les gens et il n'était pas revenu. Alors tout le monde s'est dispersé. Et moi, je me suis retrouvée toute seule à Bordeaux. Alors vous savez, comme je vous ai dit, à 14 ans, je n'avais jamais quitté mon quartier, je n'avais jamais quitté ma rue. Vous savez, on vivait quand même en vase clos. On n'avait pas la permission de déambuler comme ça où on voulait à l'époque. Alors, se retrouver toute seule à Bordeaux, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que surtout que je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Et il nous avait indiqué que le soir, nous allions prendre un bus à une gare routière à Bordeaux qui nous emmenait à Mont-de-Marsan, juste en bordure de la ligne de démarcation. Alors, je me suis dirigé, j'ai attendu quand même quelques heures en pensant qu'il allait peut-être revenir. Et puis je me suis dirigé sur cette gare routière où il y avait effectivement les bus qui étaient là. Alors je me suis mis devant le bus, j'ai attendu, les gens commençaient à monter. Et puis quand le chauffeur a été pour débarrer, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents ?» Il m'a dit « Où c'est que tu veux aller ?» Alors je lui ai dit « Je voudrais aller à Mont-de-Marsan. » Il m'a dit « Mont-de-Marsan, c'est la dernière ville avant la ligne de démarcation. T'es pas d'ici, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Alors j'ai fini par lui raconter mon histoire, que je voulais rejoindre mon frère. Finalement, il m'a fait monter dans le bus. Alors je lui ai dit que je n'avais pas de quoi payer, il a dit que ça n'avait pas d'importance. Et on est arrivé à Mont-de-Marsan vers 9h du soir. Et là, il m'a dit de rester avec lui. On a fait différents bistrots, parce que vous savez, les gens du pays connaissent quand même des passages. Lui était de Mont-de-Marsan, ce monsieur, donc il connaissait pas mal de gens qui auraient pu éventuellement me faire franchir cette ligne de démarcation. On a fait plusieurs bistrots et à ce moment-là, comme il y avait énormément de rafles et les gens qui avaient échappé à cette rafle essayaient de franchir cette ligne qui était très gardée, les gens ne voulaient pas prendre le risque de passer. Alors au bout d'un moment, il y a un jeune homme qui est arrivé en me disant « Écoutez, j'ai écouté votre histoire, moi je vais vous emmener, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer, mais moi je ne passe pas. » J'ai dit « Ça fait rien » parce que je voyais que ce monsieur était déjà embarrassé, il ne savait plus quoi faire de moi. Alors j'ai suivi ce jeune homme, nous sommes arrivés en bordure de cette forêt. On est descendu dans un fossé et il a commencé à m'expliquer le trajet qu'il fallait faire pour franchir la ligne de démarcation à travers la forêt des Landes. Et puis il est parti. Alors, je suis resté un petit moment dans mon fossé, on était déjà en pleine nuit. Et il y avait une très grande étendue découverte et au loin on apercevait la forêt avec les gardes qui patrouillaient le long de la forêt bien sûr. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, il n'y a pas, il faut que je sorte de là. Alors vous savez, je suis sorti de mon fossé, j'ai couru. Puis à 14 ans, vous savez, on court vite.
Je suis arrivé dans la forêt, où j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer qui m'avait indiqué, que j'ai longée pendant plusieurs heures. Et j'ai marché comme ça une partie de la nuit. Après, je n'ai plus rien reconnu, j'ai pu retrouver ce qu'il m'avait indiqué. Puis vous savez, quand vous vous trouvez... Nous, à l'époque, on n'avait pas l'éducation que vous avez maintenant. On en était encore aux contes et légendes. Quand on était perdu dans la forêt, on risquait de se faire dévorer par des bêtes fauves ou se faire enlever. Vous voyez, c'était le genre de... On y croyait, hein, c'était notre littérature de l'époque. Et j'ai marché comme ça toute la nuit en entendant tous les bruits qui se répercutaient. Vous savez, quand on se retrouve en pleine nuit à marcher sans savoir de quel côté aller. Et finalement, au petit matin, j'ai aperçu une ferme. Je me suis dirigé vers cette ferme et il y a un brave paysan qui est sorti là complètement affolé en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là au milieu de la forêt ?» Alors je lui ai dit que je m'étais perdu, que je ne savais pas où j'étais. Alors, il m'a dit perdu, ça veut dire quoi? On ne se perd pas ici, en plein milieu de la forêt, toute seule comme ça. Alors j'ai fini par lui raconter mon histoire. Il m'a demandé où je voulais aller. Je lui ai dit que je voulais rejoindre mon frère qui était à Pau. Alors je lui ai demandé où j'étais. Alors il m'a dit t'as de la chance. J'avais réussi à franchir la ligne sans m'en rendre compte, hein, en tournant en rond toute la nuit dans cette forêt. Il m'a donc nourri parce que ça faisait plus de 48 heures que je n'avais rien mangé. Je me suis reposé parce que j'étais très fatigué. Il m'a donné un peu d'argent. Vous savez, heureusement que j'ai rencontré sur mon parcours des gens qui m'ont quand même pas mal aidé. Et puis avec sa carriole, il m'a emmené à un arrêt de bus qui allait à Pau. Donc je suis arrivé à Pau et j'ai retrouvé mon frère. Alors évidemment, les retrouvailles ont été très pénibles parce qu'il n'avait pas de nouvelles de sa femme ni de son fils. Et puis quand je lui ai dit que mes parents avaient été arrêtés, enfin tout ce qui s'était passé, les rafles, tout ce qu'il y avait eu lieu à Paris. Alors évidemment, ça n'a pas été très facile. Et je suis resté avec mon frère jusqu'en novembre 1942. J'étais donc arrivé à Pau fin juillet 1942. Je suis resté jusqu'en novembre 1942. Et à cette date, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Donc les Allemands en représailles ont occupé toute la France. Ça fait qu'il n'y avait plus de ligne de démarcation. Et mon frère, ne voulant pas rester sous le régime, évidemment, des nazis, enfin qui occupaient toute la France, avait décidé avec une partie de son régiment de franchir la frontière espagnole pour aller s'engager dans les forces françaises libres. Et à l'époque, il m'avait donné tout l'argent dont il disposait en disant « Essaie de te cacher dans une ferme, ne reste pas là, parce que je n'avais pas de papier d'identité, je n'avais rien. » À l'époque, à 14 ans, on n'avait pas de papier d'identité. Et puis quand mon frère a été parti, je me suis dit, comme je connais personne à Pau, je vais remonter sur Paris. Peut-être que mes parents sont revenus. Vous savez, on se faisait beaucoup d'illusions. Peut-être que des membres de ma famille vont être là et qui vont pouvoir s'occuper de moi. Donc j'ai repris le train et je suis remonté sur Paris. Je suis retourné dans le quartier, effectivement. Il y avait toujours les cellules sur l'appartement. Personne n'était revenu. Je n'ai retrouvé personne de ma famille et je suis retourné voir cette gardienne qui m'avait donc gardé pendant quelques temps. Quand elle m'a vu arriver, elle a été un peu surprise quand je lui ai expliqué ce qu'il était arrivé avec le passeur. Elle m'a donc gardé encore un petit moment chez elle. Et à l'époque, il y avait des enfants qui avaient été arrêtés, mais comme les parents étaient étrangers, avaient donc été arrêtés, mais les enfants n'avaient pas été arrêtés, avaient été placés dans des orphelinats. Donc, elle a réussi à me trouver là une adresse de ces orphelinats où j'ai été me présenter. Et là, le directeur de l'orphelinat me disait qu'effectivement, il pouvait me garder dans l'orphelinat, mais je ne pouvais pas y passer la nuit parce que tous les enfants qui avaient été placés là par la préfecture de police étaient répertoriés et tous les soirs, ils venaient faire des contrôles pour voir si tous les enfants étaient bien là. Parce que vous aviez beaucoup d'organismes religieux, ou des particuliers qui venaient récupérer les enfants pour les cacher, parce que ces orphelinats étaient des véritables pièges. Quand ils avaient besoin de compléter des transports, ils venaient faire des rafles dans les orphelinats. Alors, tous les soirs, c'était l'angoisse de dire ils avaient quand même des adresses où il y avait des gens qui voulaient bien nous héberger pour 2-3 nuits. Enfin, en prenant beaucoup de risques, parce qu'ils risquaient aussi eux, de se faire arrêter. Alors, tous les soirs, c'était l'angoisse de dire est-ce que je vais avoir une adresse, est-ce que je vais pouvoir dormir quelque part, comme on n'avait pas le droit de sortir après 20 heures, hein, donc on ne pouvait pas rester dans la rue.
Et je suis resté dans cet orphelinat quelques mois. Petit à petit, ça se vidait parce que les gens, les organismes essayaient de récupérer ces enfants pour les camoufler. Et j'ai été envoyé dans un autre orphelinat dans le 18e arrondissement, où là, je venais d'avoir 15 ans. Et on nous avait envoyé travailler dans des bureaux qui dépendaient de la préfecture de police pour trier les vêtements, pour trier des cartes d'alimentation, des papiers d'identité, des gens qui étaient à Drancy et qui avaient été déportés. Donc toute la journée, on faisait le tri. Et je suis resté donc dans cet orphelinat jusqu'en juillet 1943. Et un soir, c'était le 28 juillet, en sortant de ce bureau, il y a eu une rafle dans le quartier de l'Hôtel de Ville à Paris, où la police a encerclé le quartier, demandant les papiers d'identité aux gens qui sortaient ou qui rentraient dans les métros. Et puis finalement, quand ils sont arrivés à mon tour, je leur ai dit que je n'avais pas de papier d'identité, que ce n'était pas obligatoire. Alors ils m'ont emmené au commissariat de police à côté de l'hôtel de ville. Et puis là, évidemment, en cherchant dans les fichiers, ils ont trouvé que je figurais sur les fichiers quand il y avait eu le recensement. Ils m'ont donc gardé au commissariat de police. Et le soir, il y a un quart de police qui est arrivé et qui m'a emmené à la prison de la Conciergerie qui se trouve à côté du palais de justice. Vous savez, ça fait un drôle d'effet parce que quand ce quart de police est venu me chercher, à l'époque on appelait ça des paniers à salade, c'était des quarts de police avec des cellules. Alors, vous savez, se trouver enfermé dans une cellule, quand on est encore enfant, ça fait une drôle d'impression. Finalement, je me suis retrouvé dans cette prison de la Conciergerie pendant quelques jours. Et ensuite, j'ai été dirigé sur le camp de Drancy. Je suis donc arrivé au camp de Drancy dans le courant du mois d'août. Et là, les gens qui venaient d'être arrêtés, parce qu'il y avait sans arrêt des rafles et des arrestations, les gens se lamentaient, les enfants qui pleuraient, enfin ça a été vraiment la catastrophe. Et puis moi, j'étais complètement inerte parce que finalement j'étais presque soulagé d'avoir été arrêté en disant que maintenant, ça y est, j'ai fini de traîner la galère, à savoir où j'allais dormir tous les soirs. Et je me suis dit, je vais peut-être retrouver mes parents. Alors finalement, disons que pour moi ça a été pratiquement un soulagement, disons que j'avais plus la hantise de me faire arrêter. Je suis resté très peu de temps dans le camp de Drancy et j'ai quand même eu le temps de voir arriver des enfants qui venaient des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Donc les pères avaient été déportés, les enfants avaient été séparés de leur mère et étaient restés tout seuls à l'abandon dans ces camps. Et finalement, à l'époque, Laval avait négocié avec les Allemands en disant « Vous avez arrêté les parents, maintenant, nous, on ne sait pas de quoi faire les enfants, vous pouvez les envoyer avec les parents. » Donc, tous ces enfants pouvaient maintenant être déportés. Ça fait que tous ces enfants qui se trouvaient dans ces camps de Pithiviers ont été dirigés sur Drancy. Et quand ils sont arrivés, je les ai vus arriver dans plusieurs cars de police. Ils ont été débarqués dans la cour de Drancy. Et là, il y avait une baraque de fouilles, et c'était des enfants qui étaient tout petits, qui avaient entre 3 et 10 ans, pas plus. Ils ont été emmenés dans les baraques de fouilles, entièrement déshabillés. Et là, c'était la gendarmerie française qui gardait le camp de Drancy. Alors, quand vous vous rendez compte, fouiller des petits-enfants qui étaient là, les petits, ils essayaient de faire des registres pour les inscrire, mais il y en avait beaucoup qui ne connaissaient même pas leur nom. Et puis finalement, ces enfants, une fois qu'ils sont passés à la fouille, ils ont été précipités dans les dortoirs, couchés sur des paillasses où il y avait déjà pas mal d'enfants qui étaient passés, puis qui hurlaient toute la nuit. Et le lendemain, ils ont été redescendus dans la cour par les gendarmes, pas très gentiment, très rapidement même. Et ils ont été incorporés dans des convois qui partaient sur Auschwitz. Enfin, qui partaient, on ne savait trop où à l'époque. Et moi, fin août, j'ai donc été désigné pour faire partie du transport qui devait se faire le 2 septembre 1943. Et tous les transports qui partaient de Drancy devaient être d'un minimum de 1000 personnes. Et à l'époque, entre juillet 42 et 43, il y avait eu énormément de transports, puisque le transport dans lequel je devais partir portait déjà le numéro 59. Alors, il y avait déjà 58 transports qui avaient quitté la France.
Et comme les transports devaient être un minimum de 1000 personnes et qu'ils ne les avaient pas disponibles dans le camp, ils ont été dans une maternité qui dépendait de la fondation Rothschild et ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher avec leur bébé. Et à côté, il y avait une maison de retraite où ils ont ramassé des vieillards pour les ramener à Drancy pour compléter ces transports de 1000 personnes. On a donc été le 2 septembre, on a été dirigé sur la gare de Bobigny, qui se trouvait à proximité du camp de Drancy. Et là, il y avait un train avec des wagons à bestiaux. On a été précipité dans ces wagons, à 70 personnes pratiquement par wagon. Vous voyez la taille d'un wagon à bestiaux, hein, c'est pas très grand. Et là, on nous a mis un seau, un tonneau pour les besoins hygiéniques, et puis un seau avec de l'eau, et le train est parti. Et nous avons voyagé comme ça pendant 3 jours. Alors vous pouvez vous figurer dans quelles conditions on a pu effectuer ce voyage, avec ces bébés qui hurlaient, les vieillards qui mouraient, on était debout serrés les uns contre les autres, les seaux s'étaient renversés, il y avait des excréments partout. Enfin, ça a été vraiment un voyage épouvantable. Et 3 jours après, nous sommes arrivés donc, le train s'est arrêté. Là, ils ont ouvert les portes, et sur un quai, qui donnait nulle part, il n'y avait pas de gare, il n'y avait rien, il y avait juste un quai. Et là, quand ils ont ouvert les portes, les premières personnes qui ont voulu descendre, évidemment, 3 jours enfermés en pleine nuit, comme ça, sans manger, sans boire, les premières personnes, évidemment, il n'y a pas de marchepied sur les wagons à bestiaux, ont commencé à tomber, les autres, les capots sont arrivés, les capots, c'était les gardiens des prix des camps, avec des matraques qui ont fait descendre tout le monde rapidement. Tous les gens qui étaient par terre ont été matraqués, obligés de se relever. Finalement, tout le monde a été mis en place, les vieillards, les femmes, les enfants d'un côté, les femmes à peu près valides de l'autre, et puis une autre rangée avec des hommes. Et sur le quai, il y avait des camions. Et les Allemands, avec le haut-parleur, disaient que les personnes qui étaient fatiguées, les femmes, les enfants, les vieillards, devaient monter dans les camions parce que le camp se trouvait à plusieurs kilomètres, en leur disant que ça leur faciliterait leur arrivée au camp. Et donc tous ces gens sont montés dans les camions et nous sommes restés sur le quai. On nous a fait défiler une par une devant 3 Allemands qui se trouvaient au bout du quai avec une banine à la main et avec un geste, toi à droite, toi à gauche. On ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Et on a été, donc ça a été une des premières sélections, on a été sélectionnés à 106 femmes pour entrer travailler au camp. Et je crois qu'il y a eu 243 hommes qui ont été sélectionnés de leur côté. Et tous les autres, qui étaient encore là sur le quai, ont été dirigés sur les camions pour monter dans ces fameux camions qui sont partis. Et nous sommes partis à pied en direction du camp de Birkenau, qui dépendait du camp d'Auschwitz. Nous sommes donc partis à pied. Quand nous sommes arrivés au camp et que nous sommes rentrés dans ce camp, ça a été quelque chose d'épouvantable parce qu'il y avait de la fumée partout, il y avait des odeurs épouvantables, on voyait des cadavres partout le long des allées, il y avait les chiens, les Allemands qui avaient des chiens qui sautaient sur des gens qui couraient, enfin. C'est difficile de décrire cette arrivée. Vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, que vous vous trouvez transporté dans ce genre d'univers. On a été dirigé sur une baraque, où là, on nous a demandé de nous déshabiller, et on nous a envoyés à la douche. Donc, du fait qu'on était sélectionnés pour travailler, c'était des vraies douches. Ensuite, on a été ramenés dans la baraque, on nous a rasés entièrement, on nous a tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité, que nous n'avions juste un numéro, qu'il fallait apprendre très rapidement en allemand et en polonais, parce que dès l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait décliner son numéro. Alors, vous savez, quand vous parlez ni l'allemand ni le polonais, d'apprendre un numéro à 5 chiffres, c'est pas évident. Hein. Enfin là, on l'apprend très rapidement, parce que dès l'instant où on était interpellé, qu'on n'arrivait pas à donner notre chiffre en allemand, on était matraqué sur place. Alors là, on apprend très vite dans ces conditions. On a fini par demander où étaient les gens avec qui étaient montés dans les camions. Et là, ils nous ont dit, vous voyez, la fumée que vous voyez, ils sont au crématoire, tous ces gens-là arrivent directement, tous ces camions arrivent directement au crématoire.
Donc nous sommes rentrés donc à 106 femmes dans le camp. On a été, et pour moi, vous savez, la première vision, quand on me demande ma première impression, ça a été ma première impression de honte, parce que de se trouver rasés, tatoués, comme des animaux, et toutes nues devant des hommes, vous savez, ça fait une drôle d'impression, parce que vous savez, on vivait, nous, à l'époque, dans des communautés où on ne se déshabillait pas devant les parents, où les parents ne se déshabillaient pas devant nous, on était quand même... c'était pas dans notre culture de... Alors se retrouver, vous savez, quand on a 15 ans, de se retrouver rasé, tatoué, déshabillé devant des hommes qui vous dévisagent des pieds à la tête, comme si on était des animaux, ça fait un drôle d'effet. Finalement, on a été dirigé sur une baraque, on était à peu près 800, et là-dedans, il y avait des chalets sur 3 niveaux, où on dormait à 6 par chalet avec une couverture. Le matin, nous avions l'appel à 5 heures du matin. Il fallait donc sortir et se ranger devant les blocs. Il fallait sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit, les aligner, parce que si on était rentré à 700 dans la baraque, il fallait qu'ils retrouvent le nombre de personnes, donc il fallait aligner les morts devant les baraques. Et le camp de Birkenau représente à peu près 170 hectares. Alors vous voyez à peu près le nombre de baraques qu'il fallait comptabiliser tous les matins. Alors quand je suis arrivé au mois de septembre, la Pologne, c'est encore un climat continental. Il a fait beau tout le mois de septembre. Alors les appels étaient debout pendant des heures, mais il faisait beau. Mais arrivé fin octobre, début novembre, il commence à pleuvoir. Donc les appels se faisaient dans la boue et les pieds dans la gadoue. Et puis arrivé au mois de novembre, décembre, il commence à neiger. Et en Pologne, la température descend facilement jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Alors les appels étaient nombreux, il y avait beaucoup de personnes qui ne se relevaient pas. Je peux vous dire qu'on était désignés pour aller travailler dans des commandos, ce qu'on appelait les commandos extérieurs. Donc le matin après l'appel, on allait à la cuisine chercher les tonneaux avec le ravitaillement, c'est-à-dire qu'ils se composaient d'une eau chaude avec un colorant qu'on appelait le café. On avait le droit à 2 tranches de pain et un petit carré de margarine. Et là, on partait travailler. Alors le travail, c'était des travails de chantier. On avait des brouettes en bois avec 2 manches devant et 2 manches derrière. Il fallait charrier des grosses pierres. Alors là, on était gardés par les Allemands et puis avec leurs chiens. Et il y avait les capots qui nous surveillaient, parce que quand on prenait des pierres qui n'étaient pas assez grosses à leur goût, on était matraqués sur place. Il fallait transporter des barres de fer, enfin tout ce qui concerne des chantiers de construction. Parce que comme les transports arrivaient de l'Europe entière, du fait que les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe, il fallait reconstruire de nouvelles baraques. Alors nous, on était là pour approvisionner en matériaux. Alors, vous savez, quand vous arrivez au mois de décembre, qu'il neigeait et qu'il fallait transporter des barres de fer à main nue, vous savez, c'était pas évident. Hein. Pour vous dire qu'arrivé au mois de janvier 1944, sur les 106 femmes, nous n'étions plus que 30. Toutes les autres étaient déjà mortes. Et le soir, quand on rentrait du camp, c'était toujours le même processus de ramener les personnes qui étaient mortes. Et on avait encore l'appel à l'intérieur du camp. Les Allemands étaient devant la porte d'entrée et recommençaient la sélection pour voir dans quel état on était, si on était encore capable d'aller travailler le lendemain. Alors il y avait toujours ces fameuses 2 files. On ne savait jamais laquelle était la bonne. Et toutes celles qui physiquement n'étaient plus en état de travailler, allaient directement, étaient envoyées à la chambre à gaz et au crématoire. Et le soir, on allait chercher donc la soupe, le ravitaillement qu'ils nous donnaient le soir. Donc c'était une gamelle de soupe avec encore 2 tranches de pain et une petite rondelle de saucisson. C'est tout ce que nous avions comme nourriture pour la journée. Et le soir, une fois que tout ça était terminé, on avait l'autorisation d'aller dans une baraque qu'on appelait les latrines, c'est-à-dire c'était une grande baraque où il y avait des planches de bois avec des trous pour faire les besoins. Et comme les 3/4 des déportés avaient la dysenterie, alors c'était vraiment la cavalcade pour arriver jusque-là. On n'y arrivait pas toujours.
Et là, on était à peu près tranquille parce que ça sentait tellement mauvais que les Allemands et puis les capots n'y entraient pas. Alors on avait baptisé ces baraques radio chiottes, excusez-moi l'expression, parce que tous les transports qui arrivaient de l'Europe entière, on avait quand même les nouvelles de l'avancée des Alliés. On savait que les Allemands reculaient en Russie, on avait des nouvelles de l'avance des Alliés, alors on se disait oh, bah, bientôt la guerre va finir, on va peut-être s'en sortir, peut-être qu'on tiendra peut-être encore le coup, qu'on pourra revenir en France et raconter ce qui nous est arrivé. Et puis finalement, bah, on passait par des hauts et des bas, hein, parce que quand on revenait, le régime était toujours le même. Les transports qui arrivaient de l'Europe entière, on voyait tous ces gens qui faisaient la queue devant les crématoires. On ne pouvait rien dire. Et un soir, c'était dans le courant de février, mars, oui, 1944, j'ai vu arriver ma sœur qui avait été arrêtée elle, fin 42. Elle avait été déportée en février 43. Donc quand j'ai retrouvé ma sœur, ça faisait déjà 1 an qu'elle était à Birkenau. Je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle était dans un état squelettique. Et on nous avait bien prévenu que quand on est arrivé, que de toute façon, le camp d'Auschwitz n'était pas un camp de concentration, c'était un camp d'extermination. Et que de toute façon, on n'avait aucune chance de s'en sortir. On rentrait par la porte, mais on ne pouvait n'en sortir que par la cheminée. Alors, vous savez, c'est vrai que l'espérance de vie était très très courte. Et quand ma sœur m'a vu, m'a demandé où je travaillais, donc je vous dis, ça faisait déjà un hiver, c'était déjà au mois de février, donc j'avais passé une partie du premier hiver, 43-44, à travailler dehors. Et là, c'était des commandos qui n'avaient aucune espérance de survie. Et ma sœur avait fait la connaissance d'une femme, d'une Belge, qui travaillait dans les bureaux allemands, parce qu'elle parlait plusieurs langues, elle était interprète, et c'est elle qui avait le fichier des commandos. Alors, comme il y avait beaucoup de morts, elle arrivait à falsifier ses fiches pour faire changer les commandos. Donc, elle a réussi à me faire sortir de ce commando pour me faire travailler à l'intérieur du camp. Et là, j'ai été désigné pour travailler dans une baraque où on faisait du tissage. Alors, on se demandait toujours à quoi ça pouvait servir, parce qu'on avait des grandes tables, et on nous donnait du matériel, c'est-à-dire des bandes de tissu, des longueurs de fil de fer, des longueurs de caoutchouc, enfin différents matériaux. Il fallait faire des tresses, des bandes de tresses, vous savez, comme des rouleaux d'électricité qu'on trouve dans les chantiers. Et on était assigné à faire 10 mètres par jour, alors debout pendant 12 heures. Alors évidemment, tous ces matériaux qui nous écorchaient les mains. Le soir, on arrivait, on avait les mains en sang, on était debout pendant 12 heures comme ça, sans parler. Et les capots, le soir, venaient vérifier, puisqu'on devait faire 10 mètres de tissage par jour. Et celles qui n'avaient pas réussi à faire les 10 mètres, donc il y avait la punition, on les faisait sortir des baraques et on leur faisait faire des pompes. On voyait des pompes en plein hiver dans la neige, les 3/4 ne se relevaient pas. Alors, le seul avantage, c'est qu'on était à l'intempérie. Mais le travail était très très dur. Et finalement, je suis resté avec ma sœur jusqu'en avril 1944. Et là, elle a été désignée dans la mauvaise file et elle a été envoyée au crématoire en avril 1944. Donc, j'ai perdu ma sœur à ce moment-là. Et la vie du camp continue, on s'adapte. On s'adapte dans l'horreur du quotidien, ça devient notre façon de vivre, notre survie. Tous les jours, on voyait nos rangs qui s'éclaircissaient. Il y avait d'autres transports, à chaque fois qu'il y avait des transports qui arrivaient de France, puisque régulièrement les transports arrivaient. Donc on reformait notre groupe, parce qu'on essayait de rester groupés par rapport au barrage de la langue. Hein. Vous savez, quand il y avait toutes les nationalités. Alors on essayait d'avoir une forme de solidarité, de mettre le peu de ravitaillement qu'on avait en commun. Enfin, c'était difficile parce que dans ces camps, vous aviez toutes les nationalités. Il y avait beaucoup d'Ukrainiennes, il y avait des Russes, il y avait des Polonaises, il y avait des Hongroises, il y avait des Tchèques, vous savez, et tout ça, chacun formait son petit groupe.
Et le soir, les premiers temps, comme on ne savait pas comment fonctionnait exactement le camp, on avait donc ces fameuses capots qui avaient leur chambre au devant de la baraque et qui, elles, avaient le droit de vie et de mort sur les déportés sans aucune raison. Et nous, le soir, vous aviez toutes ces femmes, là, ces Ukrainiennes qui venaient en meute nous voler le peu parce qu'on mettait tout en commun pour dire on va en garder un petit peu pour le lendemain matin pour aller travailler, un peu de ravitaillement. Et la nuit, elles venaient en meute pour nous voler ce qu'on avait. Et surtout, il fallait faire attention aux chaussures parce qu'aller travailler dans la neige pieds nus, c'était pas évident non plus. Alors on avait fini par faire des tours de garde. Il y en avait deux qui ne dormaient pas la nuit et qui faisaient on faisait des tours de garde pour ne pas se faire agresser. Alors vous savez, en dehors de se méfier des gardes, des nazis avec les chiens, de se méfier des capots, de se méfier des autres déportés, la vie était très très difficile dans les camps, même à l'intérieur du camp. Et puis finalement, on vit au jour le jour en disant une journée de survie, peut-être qu'on aura une chance de revenir. On se faisait beaucoup d'illusions parce qu'on voyait les gens qui mouraient autour de nous. Et on est arrivé comme ça jusqu'en janvier 1945, donc c'était déjà le deuxième hiver. Et là, le 17 janvier, il y a eu un grand branle-bas dans le camp. Les capots avec les matraques qui nous faisaient sortir en disant « mettez-vous en rang, prenez votre couverture, vous allez quitter le camp, on évacue le camp, et les Allemands vont dynamiter, il faut qu'ils ne laissent personne derrière eux ». Donc on a été mis à l'appel et on a quitté le camp. Et là, j'ai fait quelques écrits quand je suis revenu, que j'avais encore les idées un peu claires, sur ce qu'on a appelé la marche de la mort. Alors, marche de la mort du camp d'Auschwitz à Bergen-Belsen. Lorsqu'en début de matinée, des milliers de déportés sont rassemblés sur la place d'Appel, une température glaciale et un sol enneigé, un cruel caprice de la météo nous fait vivre l'hiver le plus rude depuis 1942. Depuis 1 heure environ, des dizaines de capots courent dans tous les sens d'un bloc à l'autre avec sifflets et matraques pour nous pousser dehors. Nous étions autorisés à nous munir d'une couverture. La longue colonne s'ébranle vers le portail de sortie. La plupart d'entre nous se taisent, il fait trop froid pour parler, et de toute façon, que dire ? Nous franchissons donc le grand portail encadré par les SS, le fusil en bandoulière, une cruelle et mortelle aventure commence. Nous marchons voûtés en raison du vent et serrés les unes contre les autres. Chacune ne regarde que les 2 pieds qui le précèdent. Il faut rester debout et surtout ne pas glisser. Nous nous soutenons par le bras, tantôt à gauche, tantôt à droite, en tenant bien notre couverture. Nous avançons silencieusement. La neige épaisse amortit nos pas. La semelle de nos galoches en bois est rigide dans la neige et elle se tasse. Et il ne faut surtout pas s'arrêter, car s'arrêter au bord de la route pour les nettoyer provoque immédiatement l'arrivée d'un SS qui peut fort bien sortir son pistolet pour punir le malheureux qui ne peut plus avancer. La marche de la mort justifie bien son nom. La colonne qui s'étire sur probablement plusieurs kilomètres avance sous les ordres des SS qui l'encadrent. Les Los Schnell, cela peut encore se faire, c'est seulement le premier jour. La nuit tombe vite, mais nous continuons à marcher dans la pénombre. Au cours de cette première journée, ni nourriture ni boisson. Nous arrivons dans un village. Les SS nous poussent brutalement dans une grange où littéralement entassés les unes sur les autres, après quelques courtes heures de sommeil, alors que le jour n'est pas encore levé, les gardiens nous expulsent de la grange et reforment la colonne. De nombreuses camarades n'en sortiront pas, elles sont mortes dans la nuit. Le froid reste très vif, la neige est toujours présente, gelée et glissante. Il faut rester debout. Mais nous ne sommes plus par rangées de 5, nous avançons en désordre, l'intervalle grandit d'un rang à l'autre, la colonne se déforme et s'allonge.
Nombreux sont ceux qui, à la traîne, à bout de force, s'écroulent sur la route. Elles sont vite repérées et achevées d'une balle dans la nuque. Il faut rester debout et marcher. Nous traînons les pieds de jour en jour. Les rangs s'éclaircissent. Nous cherchons des amis, mais impossible de savoir si elles sont devant ou derrière. Une centaine de kilomètres plus loin, on nous distribue un peu de sang blanc de café et on nous donne à chacune 2 ou 3 pommes de terre bouillies. Ce sera, selon mes souvenirs, la seule distribution de nourriture. Nous sommes très fatigués, frigorifiés, et surtout nous avons faim. Depuis notre départ, nous ne nous sommes pas reposés les pieds, ni même déchaussés une seule fois la nuit. Nous prenons bien garde de rester habillés, de peur de ne pas retrouver nos vêtements le lendemain. Après ces longues journées, nous arrivons dans une gare de marchandises où nous attendaient quelques wagons découverts. Enfin, nous pouvons nous asseoir, serrés les unes contre les autres, et au bout de ce trajet mortel, nous arrivons dans le camp de Bergen-Belsen. Nous découvrons avec horreur les montagnes de cadavres devant les baraques recouvertes de neige. Mais qu'importe, nous avons cessé de marcher, et après nous être traînés sur une route qui n'en finissait pas, nous sommes, Marie et moi, vivantes, mais des centaines, voire des milliers manquent à l'appel. Notre marche de la mort s'arrête ici, mais pas notre calvaire, qui continuera jusqu'à notre libération au camp de Mauthausen le 5 mai 1945. Nous sommes donc arrivés dans ce camp de Mauthausen dans le courant du mois de février 1945, où là, ça a été vraiment un camp spécial, parce que tous les camps de Pologne et d'Allemagne du Nord qui avaient été évacués étaient dirigés sur ces camps qui étaient déjà surchargés, où il y avait des épidémies de typhus, où, quand nous sommes arrivés, les baraques étaient pleines de cadavres que les Allemands n'évacuaient même plus, parce que c'était pratiquement la fin de la guerre. Et malgré ça, au bout de quelques semaines, il y a encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement. Nous avons encore été désignés à 200 femmes pour aller travailler dans ces usines d'armement. On nous a donc mis de nouveau dans des wagons à bestiaux, et nous sommes arrivés dans un camp en Saxe, à Flossenburg, où nous avons été désignés pour aller travailler dans les usines d'armement. Alors là, évidemment, les Russes étaient déjà rentrés en Allemagne. Ils bombardaient tout ce qu'ils pouvaient. Donc, les Russes bombardaient d'un côté, les Alliés bombardaient de l'autre. Nous, on était pris en tenaille dans ces usines. Quand il y avait des alertes, évidemment, les Allemands allaient aux abris, mais nous, on était enfermés dans ces usines. Et on se disait, dans le fond, avoir tenu le coup jusque-là et puis se faire tuer par des bombes alliées, ça nous faisait quand même mal au cœur, parce qu'on sentait quand même que c'était la fin de la guerre. Et puis finalement, cette usine a été bombardée pendant la nuit, donc nous sommes passés au travers. Et si vous permettez, je suppose qu'on a encore un peu de temps. Je vais vous lire des écrits que j'ai faits là, il n'y a pas tellement longtemps, pour vous raconter nos derniers jours de captivité. 71 ans déjà se sont écoulés depuis qu'enfin pointait pour nous l'aube de notre libération. Hélas, pas pour toutes. Combien de nos camarades avaient disparu en ces derniers jours d'avril 1945 ? Combien allaient encore disparaître ? Peut-être ces dernières mortes furent-elles pour les survivantes plus pénibles que les précédentes. Elles nous ont davantage marqués, car ces camarades avaient lutté jusqu'au bout. Et résonnait encore dans nos oreilles leur dernier projet, leur dernier espoir. Quand je rentrerai, quand je reviendrai, c'est pour bientôt maintenant. Et à de multiples reprises, on nous avait annoncé la fin des combats, la victoire des Alliés, la fin de la guerre. Ces faux bruits couraient et se multipliaient depuis quelque temps. Mais nous avions été trop déçus pour y croire vraiment. Tout au fond de nous, il y avait une lueur d'espoir, et nous pensions que les plus jeunes allaient enfin s'en sortir,
Comment survivre alors que la dysenterie, le typhus, la sous-alimentation, l'excès de fatigue creusaient sans cesse des vides parmi nous. Notre solidarité, c'était aussi à l'appel du travail, cette main qui cherchait la vôtre et la serrait, cette voix qui murmurait, car on n'avait pas le droit de parler, « Tiens bon, ne tombe pas, ne te laisse pas aller, pense à ceux qui t'attendent », et nous leur parlions de cette fin de guerre si proche, de cette guerre qui allait finir et qui n'en finissait pas de finir. Et là encore,